Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est vraiment un plaisir et avec beaucoup de plaisir et une certaine émotion de pouvoir présenter justement les données inédites des découvertes qui ont été faites sur le secteur de la Foci de Tanguy, qui est une aventure archéologique et aussi une belle histoire humaine et scientifique sur ce secteur prometteur de l'embouchure du Golo et du littoral de la Marne. Donc la présentation que l'on va vous faire conjugue le travail de plusieurs équipes de recherche qui se sont intéressées au secteur de l'embouchure du Golo et de la zone de Tanguy, donc associant le CNRS, l'INRAP, aussi la collègue du DRASM, Franca, qui était intervenue aussi sur le secteur, la DRAC, le CEREG sur les carottes, avec le croisement en fait des données de l'archéologie préventive et programmée, puisque le site de Mariana a fait l'objet de pas mal d'opérations depuis ces 20 dernières années et de prospection. Voilà, le domaine public maritime a aussi été exploré et la zone de Tanguy avait été identifiée comme prometteuse et jusqu'à, grâce à la suite d'un signalement qui a été effectué par le propriétaire de la gravière de Tanguy, on a pu reprendre lancer une prospection subaquatique qui a permis à la découverte de l'épave dont nous allons vous parler. L'idée du programme de recherche qui est structuré autour de cette découverte associe en fait l'étude de l'évolution du paysage sur la longue durée des paléo-environnements pour comprendre l'évolution du trait de côte, du littoral, l'évolution du fleuve du Golo, de son tracé au fil du temps et la croiser avec les données, croiser ces données paysagères, sédimentaires, avec les données archéologiques, terrestres et subaquatiques pour comprendre justement le développement d'une potentielle activité commerciale et portuaire autour de ce secteur sur la longue durée. Donc effectivement, c'est un sujet émergent ou immergé selon comment on le prend, mais justement, c'est un sujet qui a été identifié par la programmation nationale du ministère de la Culture, donc sur l'archéologie des paysages et l'axe 15 notamment sur les territoires fluviaux et maritimes et littoraux. Donc c'est à ce titre aussi qu'on a fortement soutenu et au moment où j'étais au service régional de l'archéologie, on a pu vraiment appuyer le développement de cette prospection avec le soutien du SRA de Corse à ce développement de l'archéologie fluviale et littorale en encourageant notamment d'autres prospections aussi sur le Golo, sur les moulins et sur d'autres, les ponts et d'autres thématiques. Bonjour à tous, je vais commencer par une mise en contexte en présentant d'abord le cadre géographique où s'est déployée cette colonie romaine de Marianne, c'est-à-dire dans la plaine nord-orientale de l'île, la plaine dite de la Marane. Et c'est un espace tourné vers l'archipel toscan et au-delà vers l'Italie centrale. En droite ligne, l'île d'Elbe est à 50 km de distance à peu près, la côte toscane à peine 100 km pour ce qui concerne Piombino, et Ostie à 240 km. Donc cette plaine se présente tel un territoire d'environ 28 km de long sur 7 km de large tout au plus. Donc sa formation géologique est celle d'une vaste terrasse qui s'est constituée au cours du Pléistocène à partir des alluvions du Golo. C'est-à-dire qu'un amas s'est formé à partir des roches qui ont été entraînées tout le long de son long bassin versant de 90 km et se sont accumulées sous la forme d'une superposition de galets dans un sable limono-argileux. L'Holocène, pour sa part, a aussi eu une influence dans la constitution du paysage actuel, en particulier par un apport d'alluvions depuis l'embouchure du fleuve, qui a formé le trait de côte tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et c'est grâce à la constitution donc, du cordon littoral sableux, du Lido, que la lagune de Bigoglia, ou Chiurlino, s'est constituée en clôturant tel un véritable étang, ce qui n'était qu'un simple retrait de la côte à l'origine. Pour sa part, la frange littorale, longue d'une trentaine de kilomètres, est régulière mais n'offre pas d'abri naturel digne de ce nom de nos jours pour la navigation. Les premières traces d'occupation connues dans la Marane remontent au néolithique. Sur une trentaine d'entités enregistrées sur la carte archéologique nationale, de Foriani au nord jusqu'à Foleli, seuls deux sites véritablement structurés ont été mis en évidence: Monte Grosso, qui surplombe la plaine et surtout l'étang de Biguglia,
et un fossé découvert récemment à Luciana, tous deux datés du néolithique final. Les autres entités consistent seulement en mobilier lithique ou céramique retrouvé en prospection. Pour ce qui concerne l'âge du bronze, le Monte Grosso semble toujours en activité et dans la plaine, c'est la découverte d'un lingot de cuivre sur le site de Sant'Anastasia qui atteste l'inscription du nord-est de la Corse dans les réseaux d'échange de la Méditerranée orientale, Chypre en l'occurrence. Et le lingot a été trouvé à moins d'un kilomètre d'un épandage de mobilier qui confirme sa datation du bronze moyen ou récent aux alentours de 1500-1200 avant Jésus-Christ. Mais là encore, l'archéologie préventive a fait bondir les connaissances grâce à la fouille très récente du site de Brancal, présentée par Hervé Petitot, et qui est riche de ses 130 structures du bronze moyen, bronze final. Bon, pour le reste, on dénombre une petite poignée d'entités, essentiellement du mobilier épandu. Les indices d'occupation de l'âge du fer en plaine se font relativement rares. On dénombre des éléments furtifs à Luciana, à Vescovato et dans la plaine de Venzolasca. Néanmoins, ce faible bruit de fond archéologique a été heureusement compensé grâce à la fouille assez récente du site d'Acasel à Vescovato, qui a livré un habitat groupé d'au moins une dizaine de bâtiments sur poteaux et d'un fossé et de structures annexes datées des 5e, 4e siècles avant Jésus-Christ. Pour l'âge du fer toujours, l'historicité des échanges à distance ont été on ne peut mieux illustrées par la découverte de l'épave de l'estuaire de Gaulle en 1777, à l'occasion du creusement du canal de Foussonne entre la lagune et l'estuaire. Et d'après l'étude savante qu'on a fait Patrice Paumet, ce bateau se rattache à la tradition ibérique d'influence punique et daterait des 7e, 6e siècles avant Jésus-Christ. À Venzolasca, c'est au 5e siècle, ou plus tôt, que s'installe sur le site d'Ipalazzi un plateau dominant la plaine littorale. Il s'agit d'une véritable agglomération particulièrement active durant les 2 premiers siècles avant notre ère. Le promontoire était défendu par un fossé et une enceinte de pierre. Ce site constitue une captivante transition entre la culture corse proto-historique et le monde romain, notamment en matière de culture matérielle avec beaucoup d'importations. Donc, comparativement aux périodes précédentes rapidement évoquées, la plaine de la Marane se caractérise par une surreprésentation d'indices archéologiques rattachés à la période romaine, au sens large, avec plus de 250 entités enregistrées sur la carte. Mais il s'agira majoritairement d'indices de prospection et les sites véritablement fouillés sont beaucoup moins nombreux. Mais l'ensemble retranscrit déjà une idée de l'occupation du territoire. Et ce premier des sites est la capitale de cité, Marianne. Alors, celle-ci a été fondée par Caius Marius aux alentours de -100, -101, dans le cadre d'une politique de distribution de terres à ses légionnaires vétérans, récompensés à la suite de ses nombreuses campagnes victorieuses, et notamment la bataille d'Aix contre les Teutons en -102 et celle de Versailles en -101 contre les Cimbres. L'installation pionnière s'est faite à l'extrémité d'un replat naturel de la plaine, bordée au sud par la vallée de Gaulle et à l'est par la basse terrasse littorale. Le lieu ne manquait pas d'atouts si l'on envisage que le cours du fleuve était potentiellement moins éloigné au sud que de nos jours et que la lagune Curlino était peut-être plus proche au nord-est sur la base des hypothèses du géomorphologue Olivier Sivan, donc à partir de cette carte en lidar altimétrique. Pour le reste, grâce aux explorations des équipes d'archéologues successives qui sont succédées donc depuis les années 30, on peut découvrir une ville coloniale assez caractéristique, d'approximativement 500 mètres de côté, avec un plan relativement régulier, entouré d'un fossé et d'une enceinte, pour une superficie interne d'environ 23 hectares. Mariana était dotée d'une parure monumentale, forum, temple, complexe civique, bâtiments thermaux. Aux abords de la ville, à l'ouest et à l'est, au nord et au nord-est, des voies de sortie sont bordées de nécropoles qui sont représentées en violet ici. Au Haut-Empire, la vitalité citadine semble surtout concentrée sur le Dequemanus le plus méridional, la rue nord-sud. Cette rue est considérée comme un poumon économique. Elle distribue des boutiques ateliers, un petit marché centré sur une cour à péristyle. Et il est vrai que la quantité de produits très tôt importés dans la colonie atteste de sa parfaite intégration dans les flux maritimes de Mare Nostrum. Or, c'est sur ces questions d'accès par la navigation que les données se font encore ténues et déficitaires. De potentiels indices proviennent d'observations faites dès les années 1930, et puis au début des années 60 par Geneviève Moracchini-Mazel à Iponti.
immédiatement en aval de la ville, à l'est, après une violente crue du Golo en 1961, laquelle a mis au jour des vestiges de bâtiments qui sont invisibles de nos jours, qu'elle a interprétés comme des auréats, donc lesquels entrepôts pouvant accréditer l'idée d'un port fluvial alimentant la ville à cet emplacement. L'archéologue a également repéré à l'extrémité de sa fouille funéraire de Ponti la frange orientale d'un empierrement qu'elle a considéré comme une voie romaine nord-sud, d'orientation nord-sud. Or, l'observation des clichés aériens, depuis les années 30 pour les plus anciens, mais plutôt en exergue un axe sombre, donc en creux, bordé de deux merlons clairs, et cette configuration évoque plutôt un long creusement linéaire de type canal. Et cette morphologie de creusement linéaire a été d'ailleurs confirmée par un transect géophysique fait en 2024. Euh, et à ce stade, rien n'assure sa chronologie antique, mais on constate que l'axe emprunté fait la jonction entre le fleuve et la lagune, et qu'aucune cartographie, même parmi les plus anciennes connues, n'en fait mention. Enfin, une autre question d'importance est celle de l'accès maritime à la colonie à l'époque antique. Donc quelque part entre l'embouchure du fleuve et le littoral. Et sur ce point, tous les regards convergent depuis de nombreuses années sur le lieu-dit Tanguy, où les faisceaux d'indices accumulés méritaient une exploration ciblée. Je passe donc la parole à Laetitia Dedon pour vous en apprendre davantage sur ce secteur. Donc, ce secteur de Tanguy et la question de la navigation et de la navigabilité fluviale, littorale et maritime a très tôt posé question. Et puis, des travaux se sont intéressés à ce secteur, voilà, des années 30, en passant par les années 50, 60, où on a des photos en scaphandre de structures immergées dans le Golo, au secteur di Ponti. Ensuite, un ensemble de prospections terrestres qui ont permis de collecter des céramiques importées dans la zone, et les différents programmes de recherche de Philippe Pergola, Daniel Istria, les recherches qui ont été effectuées par Stéphane Orsini, le numéro thématique des études corses de 2003 qui a permis de remettre en exergue la découverte de l'épave du Golo, et jusqu'à une étude d'architecture navale par Patrice Paumet en 2013 aussi, qui a permis de faire connaître cette épave exceptionnelle, jusqu'à croiser ensuite à de nouvelles recherches d'ordre géomorphologique pour comprendre l'évolution du trait de côte, et jusqu'à les nouvelles recherches subaquatiques donc de 2025. Donc l'ensemble des prospections qui ont été faites sur ces 50-60 dernières années, ben, ont été recensées et intégrées à la carte archéologique, donc qui permettait de justement de mettre en évidence les éléments liés aux structures fluviales, portuaires et maritimes dans les entités découvertes, hein. Donc si vous trouvez d'autres lingots, peau de bœuf comme ça, n'hésitez pas à nous l'indiquer, hein, lors de vos promenades, ou ainsi que les morceaux d'épave fortuits, voilà, puisque tous ces indices ont pu être recensés, voilà, dans la carte archéologique, et contribuer au faisceau d'indices de l'étude. Donc, euh, croisé à ces prospections terrestres, donc il y a eu un ensemble d'analyses sédimentaires, donc ce sont des carottages géoarchéologiques qui permettaient d'étudier l'évolution du trait de côte, et la question posée au départ par Claude Vella et son équipe était de justement, en regard de la découverte de l'épave des 7e, 6e siècles avant, quel était le trait de côte, la limite maritime, et les possibles infrastructures portuaires, où est-ce qu'elles se situaient. Et on voit qu'on a eu une sorte de progradation du niveau du littoral, qui a permis en fait de fermer, de ce qui s'est sédimenté au-dessus des structures conservées qu'on a pu retrouver. Et la question de ces résultats, c'est de croiser des résultats archéologiques à ces données géomorphologiques pour comprendre l'évolution du potentiel système portuaire qui se trouve dans la zone. Donc, on repart dans les recherches, voilà, la découverte de cette épave, hein, qui a été, qui est connue par un dossier documentaire. On remercie le musée de Mariana de nous avoir passé ces reproductions de l'École nationale des ponts et chaussées, hein, qui conserve ces documents où on a un détail justement très précis du contexte sédimentaire de cette épave découverte à la fin du XVIIIe siècle, et qui repose par exemple sur un niveau de sable pur, et ensuite qui est colmaté par des niveaux de galets sur plusieurs
plusieurs pieds. On a l'indication, hein, de l'épaisseur de sédiments au pied qui est donnée, donc ce qui nous donne vraiment une idée de l'environnement archéologique de l'époque. Et ensuite, voilà, on a une idée de l'épaisseur sédimentaire. Et ensuite, d'un point de vue typologique, il y a eu des comparaisons qui ont été faites, hein, par Patrice Paumet, et on voit que cette épave, elle se rapproche de la typologie de l'épave de Jules Verne 7 découverte à Marseille ou de l'épave de Mazarone découverte en Espagne. Ensuite, pour avoir de nouvelles données, paléo-environnementales, il y a eu de nouveaux carottages qui ont été conduits, en 2025. Donc où l'idée était de compléter, justement de reculer un peu plus à l'intérieur des terres pour comprendre où est-ce que, on pouvait retrouver ces niveaux, marins et comprendre la sédimentation pour comprendre l'évolution du trait de côte. Justement les croiser, ensuite aux prospections subaquatiques qui ont été conduites. Donc comme vous disiez, en 2014, on a un signalement qui est effectué, à la Drac et au Drasme, de fragments d'épaves qui ont été trouvés à la suite de creusements effectués au nord du Golo et qui ont permis de sortir, voilà, les éléments d'une architecturée d'une épave qui a pu être étudiée, par Pierre Poveda du CCJ, et qui permettait de remettre en contexte aussi la découverte de fragments dans ce secteur. Donc ça a redonné un intérêt sur la zone. Et voilà, en 2024, monsieur Cipriani, propriétaire du site, des parcelles autour de la Foce de Tanguy, nous prévient de la découverte d'une nouvelle épave qu'il avait localisée à l'occasion d'une plongée. Et ça a motivé en fait l'organisation d'une prospection subaquatique avec le croisement en fait de relevés bathymétriques, donc de relevés à l'aide d'un sonar latéral à des plongées, autour du secteur de l'épave localisée, ce qui nous a permis de la retrouver, dès les premières plongées et d'avoir les premières, une cartographie du plan d'eau, hein, donc de cette gravière. Donc cette gravière, elle a été exploitée, hein, pendant plusieurs années. Et à l'époque, il n'y avait pas d'archéologie préventive, il n'y avait pas nécessairement, voilà, eu d'intervention, archéologique, en tout cas, on savait que ces vestiges étaient là. La prospection sonar a permis de les redécouvrir. Donc cette épave Tanguy 2, en écho à la première découverte au XVIIIe siècle, a pu être datée, donc des 2e et 3e siècles grâce, voilà, à des prélèvements sur 2 membrures. Donc il y a eu des datations carbone 14. Et ensuite, on a pu, plus en détail, photographier. Donc les conditions de plongée sont assez particulières puisque là, on était intervenu en avril 2025. On avait quand même, une eau quand même un plan d'eau qui était un petit peu turbide, à l'exception d'une thermocline, enfin de pression sur le fond du plan d'eau qui nous permettait d'avoir de la visibilité. Et voilà, Alain Touzé de Corse Images Sous-Marines a pu, obtenir quelques clichés de qualité, et on a pu effectuer les premières mesures sur, les membrures, hein, donc les parties qui constituent le squelette de l'épave, et d'effectuer les premiers relevés photogrammétriques. Donc 2 éléments de bordée qui avaient été arrachés, par la dragueuse lors de l'exploitation de la gravière ont été localisés un peu plus en contrebas et ont pu être prélevés. Donc le bordé, ce sont les planches, et le mode d'assemblage, typiquement, antique, a pu, corroborer, justement une première idée de la datation. On n'avait pas fait les datations carbone 14 à l'époque. Et donc voilà, c'est le mode d'assemblage et le caractère là, typologique des planches nous a permis de confirmer qu'il s'agissait bien d'une épave antique et que l'intuition de monsieur Cipriani était la bonne et qu'on avait bien, une, une épave de l'époque antique et qui a été croisée avec du mobilier archéologique qui avait été découvert, hein, découverte fortuite, par les pêcheurs, par les personnes qui étaient, voilà, autour, et qui est associée à des découvertes sur toute cette bande, cette frange littorale de la Marana. Et donc on a des éléments extrêmement bien conservés, hein, qu'il s'agisse des bois ou des éléments d'amphore. Mais qui malheureusement, peuvent faire l'objet par exemple de pillage ou d'extraction ou d'intérêt voilà, qui sortiraient ces objets de leur contexte.
Donc voilà, il y a eu une première étude céramique qui a pu être faite par Laurent Casanova sur les éléments qui avaient été sortis. Donc il y avait déjà eu des céramiques trouvées en prospection et qui permet de corroborer cette datation. On a à peu près un mobilier donc qui correspond, grosso modo aussi à la datation de l'épave. Donc voilà, tous ces éléments, les prospections terrestres, le croisement de la cartographie, des données SIG, LIDAR, le sonar, l'ensemble des structures découvertes permet de corroborer l'étude d'un potentiel système portuaire en contexte fluvial lagunaire. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas à Narbonne, mais on aurait possiblement des structures, un système portuaire tripartite avec un petit port fluvial, un port lagunaire et un port sur le littoral avec un acheminement des marchandises et une navigabilité, peut-être un transbordement, un transfert de marchandises du littoral vers au plus près de la ville, ce qui attesterait la présence d'un entrepôt ensuite à proximité. Donc ça nous permet de réfléchir les connexions terre-mer, l'étude du système portuaire et de la relation entre le fleuve, la lagune et la façade maritime, et de savoir comment finalement ce système ce petit port littoral s'est fermé, a disparu, avec des changements de conditions climatiques, avec liés à des catastrophes naturelles, des inondations, petit à petit l'ensablement en fait de la zone qui a nécessité une constante adaptation sans doute des contemporains de l'époque à s'adapter à cet environnement mouvant et dynamique et même encore aujourd'hui on a ces enjeux d'érosion du littoral qui sont encore présents. Donc voilà, on a une étude, comme on disait, qui rejoint, l'étude des ports antiques, de Méditerranée, hein, notamment si on pense au complexe de Narbonne, mais on aura quelque chose de beaucoup plus réduit, beaucoup plus modeste, adapté à l'échelle insulaire avec, où l'objectif du programme de recherche développé est d'étudier ce complexe, fluvio-lagunaire et littoral, de comprendre les navigabilités, quel type de navigation il pouvait y avoir sur la lagune, et le fleuve en lien avec la façade, maritime et de, continuer de croiser les données géophysiques, lidar, sonar, les prospections terrestres et subaquatiques, les carottages et pour, ensuite de la fouille au musée valoriser ces découvertes. Enfin si madame la directrice du musée, et monsieur Cipriani, voilà, après au terme de quelques années de recherche, l'idée de pouvoir, présenter, intégrer en tout cas pour une archéologie, vivante de la fouille au musée, de pouvoir aussi faire profiter de la proximité du musée, de la base INRAP pour pouvoir aussi valoriser les découvertes au fur et à mesure qu'elles seront faites. Donc, avec trois axes de recherche, donc une sur l'étude de l'évolution du paysage lagunaire et littoral, les transformations environnementales, de l'étude des relations ville-fleuve et ville-mer sur la longue durée, et ensuite un troisième axe qui est dédié à l'étude des structures portuaires et navales à travers les prospections subaquatiques qui vont continuer, on l'espère, dans les 3 prochaines années au minimum. Donc, nous tenions, Emmanuel et moi-même et l'ensemble de l'équipe, à remercier voilà la conjonction d'acteurs, de bienveillance et de moyens qui ont permis la réalisation de cette opération exceptionnelle. C'était la première opération programmée sur les eaux intérieures, c'est-à-dire hors du domaine public maritime, et qui a été permise justement grâce à la bienveillance, la confiance des propriétaires de la ville de Luciane, des prêts de matériel du SRA Nouvelle-Aquitaine, de Poitiers, de l'association AREP-MAREF, de l'INRAP qui avait cette connaissance du secteur, qui a aussi qui a soutenu justement, et qui ont, notamment monsieur Petitot, qui a soutenu ce programme de recherche, qui sont venus plonger aussi avec nous, et la collectivité de Corse par l'entremise d'Alain Touzé, donc avec une conjonction d'acteurs qui ont permis la réalisation de ce programme de recherche, et on les remercie chaleureusement.